Le claquement du portail résonne encore dans ma tête. C'est là, devant une église recouverte de fleurs blanches, que la famille que j'ai servie pendant plus de 30 ans a décidé de m'effacer de l'histoire. Je voulais juste dire adieu. C'est tout. Mais à leurs yeux, une femme comme moi n'avait même pas le droit de pleurer. Le vent froid de ce matin-là mêlait l'odeur de l'encens au parfum précieux de mes belles-filles, et j'ai compris, dès que j'ai franchi le seuil, que ces funérailles ne seraient pas ordinaires. Leurs regards me transperçaient comme des lames. Certains détournaient les yeux aussitôt, d'autres s'attardaient suffisamment pour me rappeler à ma place. « Ce n'est pas pour toi », murmura une voix près de l'entrée. Et, sans même lever la tête, je compris. Le rejet a un son, un rythme, un silence particulier, et ce jour-là, il imprégnait chaque recoin de la chapelle. Le cercueil trônait au centre, entouré de couronnes de fleurs et d'hypocrisie. L'homme à l'intérieur m'a appris ce qu'était le respect. C'est lui qui m'a donné du fil à retordre quand personne d'autre ne croyait en moi. C'est lui qui disait que je faisais partie de la famille. Et maintenant, cette même famille me traitait comme un intrus, comme une tache sur un tableau qu'elle voulait parfait. J'ai un instant songé à rentrer chez moi, à faire comme si de rien n'était. Mais une petite voix intérieure m'a résisté. Je savais que cette journée cachait quelque chose. Un secret, une vérité que personne ne voulait révéler. L'aîné s'approcha. Ses talons claquaient sur le sol, rythmant l'humiliation. « Tu t'es trompé d'endroit », dit-elle avec un sourire trop poli pour dissimuler sa méchanceté. Et quand tous les regards se tournèrent vers moi, s'attendant à ce que je me recroqueville, je pris simplement une profonde inspiration. La peur et la honte se mêlaient, mais il y avait aussi un calme étrange. Le même calme qui précède la pluie. Car, au fond de moi, je le savais, cette journée ne se terminerait pas comme il avait imaginé. Un murmure de voix se répandit dans l'église, un bourdonnement de curiosité dissimulée. Je voyais les expressions, sourcils levés, rires étouffés, chuchotements discrets. Et je me demandais, pourquoi cette hâte de partir ? Quelle peur pousse une famille à nier jusqu'à la présence de celui ou celle qui n'a apporté que du réconfort ? Le cercueil semblait plus lourd que jamais. La lueur des bougies vacillait, comme si elle aussi hésitait entre respect et vérité. Chaque flamme reflétait une silhouette différente sur les murs, des ombres qui dansaient au rythme de la tension. Ce n'était pas un lieu d'adieu. C'était un champ de bataille silencieux. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Des pas assurés. Une voix grave qui appelait mon nom. Le murmure s'est tu. Et le frisson qui m'avait parcouru l'échine a fait place à une toute autre sensation. Celle que le destin était sur le point de basculer. Ceux qui me regardaient avec dédain n'auraient jamais pu imaginer que ce serait le début de la fin des mensonges. Car ce qui est écrit, même l'orgueil le plus arrogant ne peut l'effacer. Et le nom qu'ils ont tenté de faire taire allait bientôt résonner avec force. Mon nom. Quand cette voix a prononcé mon nom, le temps s'est arrêté. C'était comme si l'air avait été aspiré de la chapelle. Les conversations se sont tues, et même les bougies semblaient figées dans leurs flammes. L'avocat s'est approché lentement, une mallette sombre à la main, et dans ce mouvement silencieux, j'ai compris qu'un événement important allait se produire. Les visages qui m'avaient auparavant dévisagé avec dédain se sont maintenant tournés vers lui, perplexes, cherchant à comprendre ce qu'une femme comme moi pouvait bien avoir à voir avec cet homme que tout le monde croyait connaître. Tandis qu'il s'avançait vers l'autel, mes pensées se sont tournées vers l'époque où mon patron était encore vivant. Je me suis souvenu de sa voix rauque, du bruit de ses mains qui claquaient sur la table lorsqu'il riait à mes anecdotes, de la façon dont il me remerciait pour chaque café servi avec soin. Il disait toujours que le respect était le seul luxe qu'il ne fallait jamais refuser à personne. Et c'est précisément ce respect qui m'a fait rester à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, lorsque la maison était déjà vide d'enfants et emplie de silence. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Pour la famille, je n'étais qu'une ombre commode. Une présence utile, certes, mais trop gênante pour être remarquée. La femme noire qui connaissait les secrets de la maison, mais qui devait se contenter de l'invisibilité. Et lors de cette veillée funèbre, cette invisibilité devint un uniforme qu'ils s'obstinèrent à me faire porter à nouveau. Je les vis chuchoter entre eux, ajustant leur col et leurs expressions, comme s'ils tentaient d'effacer mon existence de leurs yeux. L'avocat s'éclaircit la gorge. Le son résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Il ouvrit sa mallette, en sortit quelques papiers et commença à parler. Et moi, là, debout, je sentis mon cœur battre à un rythme mêlant peur et soulagement. Car quelque chose me disait que cet homme, même après sa mort, avait encore un dernier mot à dire. Les gens échangèrent des regards perplexes. La fille aînée me lança des regards d'une colère dissimulée,
tandis que les petits-enfants tentaient de comprendre ce qui se passait. Je sentais le malaise monter, un malaise qui ne m'appartenait plus. Pour la première fois, je n'étais ni la coupable, ni l'étrangère. J'étais la cause de leur désarroi. L'avocat prononça alors à nouveau mon nom, cette fois distinctement, et les mots qui suivirent sonnèrent comme une phrase irréfutable. Je ne comprenais pas tous les termes juridiques, mais j'en avais saisi l'essentiel. Cet homme m'avait laissé un héritage. Et ce n'était pas rien. Un murmure s'éleva. Un murmure collectif d'incrédulité. La belle-fille qui m'avait mise à la porte s'avança, tentant d'intervenir, mais l'avocat resta impassible, lisant chaque ligne, chaque mot, avec un calme qui blessa leur orgueil plus que n'importe quel cri. Je sentais le sol vibrer sous mes pieds. C'était comme si, après tant d'années de silence, la vie me rendait enfin la parole. C'était étrange, car au milieu de cette confusion, je ne ressentais pas de vengeance. Je ressentais de la justice. Je sentais le poids des années se dissiper peu à peu de mes épaules. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, témoins de chaque révélation, car ils savent ce que c'est que de porter le fardeau de l'invisible et soudain, d'être vu. L'avocat termina sa lecture. Son nom, le mien, et la signature sur le document. Officiel. Indiscutable. Mais ce qui suivit, les regards, les chuchotements, la tentative désespérée de nier l'inévitable marqua le véritable début de ce qui allait suivre. Je savais que ce testament n'était pas qu'un simple document. C'était le miroir qui révélerait la véritable nature de chacun. Et l'image qu'il verrait, j'en étais certaine, ne serait pas belle. Le silence qui suivit la lecture était plus assourdissant que n'importe quel cri. On entendait le souffle court, le grincement discret des bancs de bois, le claquement nerveux des doigts de la fille aînée qui s'efforçait de garder son calme. C'était un silence chargé de haine et de honte. Je restais immobile, les mains jointes devant moi, observant chaque expression, chaque changement de couleur sur les visages qui, jadis, m'avaient ignoré. Le regard de l'avocat croisa le mien un bref instant, et dans ce regard, il y avait une sorte de respect silencieux, le même respect que le vieil homme m'avait toujours témoigné de son vivant. L'aînée fut la première à briser le charme. « C'est absurde !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs comme un coup de tonnerre déplacé. Cette femme a dû le manipuler. Mon père ne savait pas ce qu'il faisait. Ces mots me blessèrent profondément, mais je ne réagis pas. Non pas qu'il ne me fasse pas mal, mais parce que je savais qu'il n'était pas nouveau. Il n'était que l'écho de toutes les petites humiliations répétées au fil des ans, le regard suspicieux quand je servais le dîner, le ton sec quand je demandais un jour de congé, les conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais dans la pièce. La différence, maintenant, c'est que rien de tout cela ne pouvait changer le cours des choses. Les autres commencèrent à se lever. Un des fils saisit l'avocat par le bras, exigeant des explications. La belle-fille, toujours pâle, s'éventait avec le programme des obsèques, comme si l'air s'était soudainement alourdi. Et c'était le cas. L'odeur des fleurs mêlée au parfum coûteux me donnait maintenant la nausée. J'aurais juré que le cercueil lui-même, juste devant moi, semblait tout observer en silence, comme si l'homme qui y reposait avait planifié ce moment précis. Je voulais ressentir de la colère, mais ce qui monta en moi était autre chose. Une sorte de vieille tristesse, mêlée de lucidité. Car, au fond, je savais que ce n'était ni l'argent, ni l'héritage, qui les blessait vraiment. C'était le fait que leur père ait reconnu en moi quelque chose qu'il n'avait jamais pu m'offrir, la loyauté. Il ne supportait pas de la voir chez les autres. C'était comme un miroir les forçant à se confronter à leur propre ingratitude. Dehors, le ciel commençait à se teinter. Les lourds nuages semblaient annoncer la pluie, et le vent faisait claquer les voiles entre les mains des marins. La scène avait quelque chose de symbolique, comme si la nature elle-même pressentait la fin d'une époque non seulement pour eux, mais aussi pour moi. L'avocat demanda le silence et confirma ce que tous redoutaient. Le testament était légitime, daté, signé et enregistré. Aucune contestation ne serait possible. Ces paroles résonnèrent comme des coups de marteau sur la pierre. Les murmures s'intensifièrent et une chaleur s'éleva du sol de la chapelle, comme si la honte consumait l'air. La fille aînée, désespérée, tenta de déplacer le corps de son père, mais personne ne bougea. L'assistance observait, partagée entre la gêne et la curiosité, et un frisson me parcourut l'échine. La vengeance, sans que j'aie à lever le petit doigt, s'accomplissait là, publique, inévitable, absolue. Pourtant, une petite voix intérieure me murmurait que ce n'était pas la fin. Que la volonté, bien qu'ayant été l'élément déclencheur, n'était pas toute l'histoire. Il y avait encore autre chose en réserve, un geste final,
un souvenir enfoui quelque part dans cette grande maison, capable de tout changer une fois de plus. La pluie commença à tomber légèrement, lavant le sol et les marches de la chapelle. Je reculai d'un pas, pris une profonde inspiration et sentis l'odeur de la terre mouillée mêlée au parfum des fleurs. L'avocat referma soigneusement le dossier. Et dans ce bruit sec de papier rangé, je compris que le véritable poids des événements était encore à venir. Après la lecture, l'air me parut à la fois plus léger et plus lourd. Les gens étaient toujours là, mais c'était comme si nous étions dans des mondes différents. Chaque respiration semblait résonner dans cet espace où auparavant, je n'avais pas le droit d'exister. Je vis l'aînée s'éloigner, trébuchant sur ses talons, comme si elle voulait fuir non pas moi, mais sa propre honte. L'avocat rassembla les papiers en silence, tandis que les chuchotements se muèrent en murmures lointains. Et je restais là, planté devant le cercueil, essayant de comprendre le sens de tout cela. J'ai pensé à lui. Cet homme qui m'appelait « ma confidente », qui laissait son café refroidir en m'écoutant parler de ma mère, de mon petit-fils, de la vie simple que je menais loin de cette immense maison. J'ai repensé à toutes ces fois où il disait que la solitude était le pire des maux et comment, ces dernières années, nous nous étions mutuellement comblés. Il n'y avait rien de grandiose là-dedans, juste de l'humanité. Et c'est peut-être pour cela qu'il voulait que mon nom reste après le sien. Dehors, la pluie redoublait. Les gens commencèrent à partir, certains sans se retourner. Je restais, observant les gouttes ruisseler sur les vitraux, traçant des traînées de lumière déformées sur le sol. Tout semblait trop symbolique pour être une coïncidence. L'eau tombait comme si elle emportait la maison, l'histoire, la culpabilité de chacun. Et, au milieu de ce bruit incessant, je compris que le poids de l'humiliation que j'avais porté pendant tant d'années commençait enfin à se dissiper. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce n'était ni la valeur de l'héritage, ni la réaction de ma famille. C'était le changement de ton qui s'est opéré autour de moi. Un groupe de voisins, qui auparavant faisait semblant de ne pas me voir quand je marchais dans la rue en tablier de bonne, me regardait désormais différemment. Il y avait de la curiosité, certes, mais aussi du respect. C'était comme s'ils avaient soudain réalisé que j'avais toujours été là, non pas comme un personnage secondaire, mais comme un témoin. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent l'envie de soutenir ce parcours, laissant une trace silencieuse de leur émotion face à ce message. À l'intérieur, l'aînée revint. Elle était trempée, les yeux rouges, le visage pâle. « Il n'a pas pu faire ça », dit-elle d'une voix tremblante. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Comment expliquer un tel écart entre ce qu'elle pensait mériter et ce qu'elle avait réellement obtenu? Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que la justice ne consiste pas seulement à recevoir ce qui nous revient, mais aussi à voir la vérité triompher. Ce testament n'était pas une question d'argent, mais de dignité. Il s'agissait d'un homme qui, à la fin de sa vie, a eu le courage de reconnaître qui avait vraiment été à ses côtés. En quittant la chapelle, le ciel s'éclaircissait déjà. L'odeur de la terre humide émanait d'un sentiment de renouveau. À chaque pas, j'avais l'impression de dire adieu non seulement à lui, mais aussi à la femme qui, jadis, avait baissé la tête pour se fondre dans le moule que les autres lui offraient. Il restait encore beaucoup à affronter, je le savais. Les procédures judiciaires, les rumeurs, les tentatives de la famille pour effacer ce qui avait été accompli. Mais au fond de moi, une sérénité nouvelle, presque chaleureuse, comme un feu discret allumé dans ma poitrine, m'envahissait. La certitude que rien ne pourrait effacer ce qui avait été réalisé grâce à la loyauté. Et tandis que la pluie cessait, je pressentais qu'une chose encore plus grande m'attendait, non pas une menace, mais une révélation. Car certaines histoires ne s'achèvent pas lorsque la vérité est dite. Elles changent simplement de ton. Et la mienne était loin d'être réduite au silence. Après la lecture, l'air me parut à la fois plus léger et plus lourd. Les gens étaient toujours là, mais c'était comme si nous étions dans des mondes différents. Chaque respiration semblait résonner dans cet espace où auparavant, je n'avais pas le droit d'exister. Je vis l'aînée s'éloigner, trébuchant sur ses talons, comme si elle voulait fuir non pas moi, mais sa propre honte. L'avocat rassembla les papiers en silence, tandis que les chuchotements se muèrent en murmures lointains. Et je restais là, planté devant le cercueil, essayant de comprendre le sens de tout cela. J'ai pensé à lui. Cet homme qui m'appelait « ma confidente », qui laissait son café refroidir en m'écoutant parler de ma mère, de mon petit-fils, de la vie simple que je menais loin de cette immense maison. J'ai repensé à toutes ces fois où il disait que la solitude était le pire des maux et comment, ces dernières années, nous nous étions mutuellement comblés. Il n'y avait rien de grandiose là-dedans, juste de l'humanité. Et c'est peut-être pour cela qu'il voulait que mon nom reste après le sien. Dehors, la pluie redoublait.
Les gens commencèrent à partir, certains sans se retourner. Je restai, observant les gouttes ruisseler sur les vitraux, traçant des traînées de lumière déformées sur le sol. Tout semblait trop symbolique pour être une coïncidence. L'eau tombait comme si elle emportait la maison, l'histoire, la culpabilité de chacun. Et, au milieu de ce bruit incessant, je compris que le poids de l'humiliation que j'avais porté pendant tant d'années commençait enfin à se dissiper. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce n'était ni la valeur de l'héritage, ni la réaction de ma famille. C'était le changement de ton qui s'est opéré autour de moi. Un groupe de voisins, qui auparavant faisait semblant de ne pas me voir quand je marchais dans la rue en tablier de bonne, me regardait désormais différemment. Il y avait de la curiosité, certes, mais aussi du respect. C'était comme s'ils avaient soudain réalisé que j'avais toujours été là, non pas comme un personnage secondaire, mais comme un témoin. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent l'envie de soutenir ce parcours, laissant une trace silencieuse de leur émotion face à ce message. À l'intérieur, l'aînée revint. Elle était trempée, les yeux rouges, le visage pâle. « Il n'a pas pu faire ça », dit-elle d'une voix tremblante. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Comment expliquer un tel écart entre ce qu'elle pensait mériter et ce qu'elle avait réellement obtenu? Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que la justice ne consiste pas seulement à recevoir ce qui nous revient, mais aussi à voir la vérité triompher. Ce testament n'était pas une question d'argent, mais de dignité. Il s'agissait d'un homme qui, à la fin de sa vie, a eu le courage de reconnaître qui avait vraiment été à ses côtés. En quittant la chapelle, le ciel s'éclaircissait déjà. L'odeur de la terre humide émanait d'un sentiment de renouveau. À chaque pas, j'avais l'impression de dire adieu non seulement à lui, mais aussi à la femme qui, jadis, avait baissé la tête pour se fondre dans le moule que les autres lui offraient. Il restait encore beaucoup à affronter, je le savais. Les procédures judiciaires, les rumeurs, les tentatives de la famille pour effacer ce qui avait été accompli. Mais au fond de moi, une sérénité nouvelle, presque chaleureuse, comme un feu discret allumé dans ma poitrine, m'envahissait. La certitude que rien ne pourrait effacer ce qui avait été réalisé grâce à la loyauté. Et tandis que la pluie cessait, je pressentais qu'une chose encore plus grande m'attendait, non pas une menace, mais une révélation. Car certaines histoires ne s'achèvent pas lorsque la vérité est dite. Elles changent simplement de ton. Et la mienne était loin d'être réduite au silence. Les jours qui suivirent la veillée funèbre furent comme marcher sur des œufs. Tout semblait calme en apparence, mais un seul faux pas suffisait pour que la blessure se rouvre. La nouvelle se répandit plus vite que je ne l'aurais cru. À chaque coin de rue, quelqu'un s'empressait de commenter le testament, de répéter mon nom avec étonnement, d'inventer de nouvelles versions de ce qui s'était passé entre le défunt et moi. Les gens adorent parler quand la vérité les dérange. Et, curieusement, plus on parlait, plus je réalisais que cette histoire n'était pas seulement la mienne. Elle illustrait la façon dont le monde traite ceux qui servent et oublie ceux qui soutiennent. J'ai continué à vivre dans la petite maison au fond de l'ancienne propriété, celle qu'il m'avait officiellement léguée. Et chaque fois que je traversais le jardin, je sentais le vent faire bruisser les rideaux de la maison principale, désormais close et silencieuse. C'était comme si la maison respirait les souvenirs. Le bruit de ses pas semblait encore résonner dans les couloirs. L'odeur de son cigare, le froissement des pages de journal qu'on tournait, son rire discret quand je le traitais d'entêtement. Tout était resté là, gravé dans les murs. Et moi, seul, parmi les fleurs que j'avais semées de mes propres mains, j'essayais de comprendre ce qui venait après la justice. Il y avait des moments de lumière et d'autres d'ombre. Parfois, je m'asseyais sur le perron avec une tasse de café et je regardais le ciel changer de couleur, soulagé d'être enfin vu. D'autres fois, le doute m'assaillait. Avais-je le droit d'accepter ce cadeau? Avait-il vraiment imaginé l'ampleur de la tempête qu'il allait déclencher? L'héritage m'a libéré, mais il m'a aussi isolé. C'était une victoire qui s'accompagnait de solitude. Ces filles n'ont pas baissé les bras facilement. Elles ont tenté de les convaincre, de contester leurs dires, d'inventer des histoires pour me faire passer pour une manipulatrice. J'ai reçu des regards en coin dans la rue, des mots anonymes, même des menaces voilées. Mais rien de tout cela n'était comparable au poids des années pendant lesquelles elles m'avaient fait croire que je n'étais rien. Je savais résister au mépris. Ce qui me faisait mal maintenant, c'était le silence. Le silence de la maison, le silence d'un lien brisé, le silence des souvenirs qui me revenaient la nuit, quand je m'allongeais et écoutais le bruit lointain de la pluie frappant le toit. C'était étrange de ressentir son absence. Malgré tout ce qui s'est passé ensuite, un manque inexplicable persistait. Une absence qui s'insinuait dans les moindres détails,
La table mise, l'horloge qu'il oubliait toujours de remonter, le journal plié dans un coin de la pièce. Ce qui me retenait, peut-être, n'était-ce pas seulement le souvenir de cet homme, mais aussi la reconnaissance qu'il m'avait finalement offerte. La validation que le monde m'avait toujours refusée. Le contraste entre ce que j'avais gagné et ce que j'avais perdu était presque cruel. J'avais gagné un nom, de la dignité, de l'indépendance. Mais j'avais perdu mon terrain familier, le rythme prévisible des journées, la routine qui, même si elle était rude, m'était familière. Désormais, chaque matin était comme une page blanche, et j'apprenais encore à écrire mon propre destin sans avoir à m'excuser d'exister. Parfois, au crépuscule, je sentais une présence légère sur le balcon, comme si le vent ramenait quelque chose d'en suspens. Ce n'était pas de la peur, juste une impression. L'histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Et, au fond, peut-être que je ne le souhaitais pas. Car certaines vérités, lorsqu'elles éclatent enfin au grand jour, ne s'effacent pas avec le temps. Elles demeurent là, suspendues dans l'air, attendant le moment propice pour révéler ce qui reste à dire. Le temps révéla peu à peu la véritable ampleur des événements. Le testament n'était pas un simple document lu devant un auditoire incrédule. C'était un tournant décisif qui changea des destins. La famille, qui s'était toujours crue intouchable, commença à se désagréger de l'intérieur. Les querelles, jusque-là contenues en coulisses, éclatèrent désormais au grand jour, s'étendirent aux avocats et aux réseaux sociaux. Les masques tombèrent un à un, et le nom qu'ils avaient tant voulu protéger devint une source de honte. J'observais tout cela de loin, avec la sérénité de celui qui a déjà appris la valeur du silence. Mais rien de tout cela ne m'apporta de joie immédiate. Au contraire, un sentiment doux amer m'envahit à voir justice rendue. Ce n'était pas de la vengeance, mais une prise de conscience. Comme l'aube après une longue tempête, magnifique, mais encore empreinte de tristesse. J'ai compris que chaque action a un prix, et que le prix de la vérité est toujours la solitude. Malgré tout, quelque chose s'est épanoui en moi. Une force nouvelle, discrète, mais inébranlable. La boulangerie que j'ai ouverte grâce à mon héritage a commencé modestement. L'odeur des gâteaux tout juste sortis du four embaumant le trottoir et la porte toujours ouverte. Au début, les clients étaient peu nombreux, certains curieux, d'autres méfiants. Mais il n'a fallu qu'une semaine pour que l'arôme du café frais et de la pâte chaude conquiert le quartier. C'était beau de voir les gens arriver timidement et repartir avec le sourire, emportant un morceau de mon histoire avec chaque part de gâteau. Cette cuisine simple et chaleureuse est devenue l'antithèse du manoir froid où j'ai vécu la moitié de ma vie. Parfois, je croisais des visages familiers dans la rue, faisant semblant de ne pas me reconnaître. Et cela me convenait. Je n'avais plus besoin de la reconnaissance de ceux qui ne m'avaient jamais vu. Ce qui me nourrissait désormais, c'était un autre regard, celui des femmes qui entraient, commandaient un café et me confiaient leurs histoires. Des histoires de mépris, d'exclusion, de silence pesant. J'écoutais attentivement chacune d'elles, car je reconnaissais en elles des fragments de la femme que j'avais été. Et, à chaque mot échangé, je sentais que quelque chose changeait, non seulement en moi, mais aussi en elles. Les filles de la défunte tentaient encore de reconstruire leur vie sociale, organisant des fêtes somptueuses et affichant des sourires de façade. Mais derrière les photos et les vêtements neufs, des failles étaient visibles. Les gens prirent leur distance, les entreprises s'effondrèrent et le nom qui avait jadis ouvert toutes les portes devint synonyme de scandale. C'était comme si le destin avait décidé de rétablir l'équilibre, rendant à chacune le fardeau qu'elle méritait de porter. Pendant ce temps, je continuais, sans hâte. Les matins embaumaient le sucre et l'espoir. À chaque fournée, je me souvenais des paroles du vieil homme. Travailler de ses mains est la plus belle façon de remercier la vie. Et c'est peut-être ce que je faisais, rendre grâce. Non pas d'avoir été choisi dans le testament, mais d'avoir survécu à l'ingratitude sans maigrir. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui me rencontrent sont surpris par mon calme. Certains me demandent si je ne me sens pas vengé. Je souris et laisse la réponse en suspens. Car il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qu'on ne comprend qu'en les vivant. Et c'est peut-être pour cela que, lorsqu'ils lisent ou entendent une histoire comme celle-ci, tant de gens s'y reconnaissent, et qui sait, ressentent le besoin de partager ce que ce voyage éveille en eux. La boulangerie a prospéré. Ceux qui m'ignoraient auparavant m'apportent désormais des fleurs, commandent des pâtisseries, me demandent conseil. Mais ce qui me soutient vraiment, ce ne sont pas les rentrées d'argent, mais la certitude que, d'une certaine manière, la vie m'a rendu ce qui m'avait été pris, le droit d'exister pleinement. Et, malgré cette paix apparente, je sens qu'il y a encore quelque chose à venir. Comme si le destin, ce vieux maître artisan, avait encore une pièce à assembler pour achever le tableau.
Le temps commença à modeler tout autour de moi d'une manière étrange. La confiserie, qui n'avait été qu'une timide entreprise, palpitait désormais comme un organisme vivant. Le bruit du batteur se mêlait au rire des clients, la douce vapeur du sucre fondu embuait la vitre, et moi, derrière le comptoir, j'observais les allées et venues avec le sentiment d'être enfin à ma place. Mais même au sein de cette nouvelle routine, quelque chose en moi demeurait agité, une part silencieuse qui continuait d'observer le passé de loin, comme quelqu'un qui veille sur une blessure qui refuse de cicatriser complètement. Parfois, la vie me semblait trop généreuse, et je m'en doutais. Il y avait des jours où tout se déroulait dans une harmonie presque absurde. Le café était parfaitement infusé, les fleurs de la vitrine s'épanouissaient au soleil, les enfants couraient entre les tables comme si l'espace leur appartenait. Et puis, soudain, une ombre s'insinuait. Une lettre sans expéditeur. Un regard qui s'attarde trop longtemps dans la rue. La prémonition que la tranquillité, comme le sucre, pourrait se dissoudre d'un simple contact avec de l'eau chaude. C'était par un de ces après-midi où le soleil dorait les toits du quartier, que sa plus jeune fille apparut à la porte. Elle avait toujours ce regard arrogant, mais mêlé à une autre chose, la peur. Elle demanda une friandise, juste pour la dissimuler, mais ses mains tremblaient en tenant la serviette. Elle ne parla ni d'héritage, ni de testament. Elle parla de vide. De la solitude qui planait sur la grande maison, du silence qui pesait désormais plus lourd que ma présence auparavant. Et, à cet instant, je compris que leur châtiment ne viendrait pas de moi, mais de l'écho même de leur choix. La conversation fut brève, mais elle m'a marqué. Car, pour la première fois, j'ai perçu en elle autre chose que de l'arrogance. J'ai vu la fragilité d'une personne qui, toute sa vie, avait confondu privilège et amour. Elle est partie sans se retourner, et le bruit de ses talons résonnant sur l'asphalte est resté gravé dans ma mémoire, comme la fin d'un chapitre que je ne sais toujours pas si je veux relire. Ce soir-là, j'étais assis seul à une table de la boulangerie, l'air embaumé par l'odeur du pain frais. Dehors, le vent faisait bruisser l'auvent et les réverbères se reflétaient dans les flaques d'eau laissées par la pluie. Un calme étrange m'envahissait, comme si chaque petit geste nettoyait le comptoir, plier les nappes, éteindre les lumières était un rite silencieux de gratitude. Mais il y avait aussi quelque chose d'indéfinissable. Le sentiment que le cycle n'était pas encore tout à fait terminé, que le nom prononcé à la veillée funèbre portait encore un poids que je ne comprenais pas pleinement. Les jours suivants, messages, invitations et propositions commencèrent à affluer. On voulait faire de mon histoire un exemple, un sujet d'actualité, un symbole. Je les remerciais, mais refusais. Car ce que j'avais vécu n'avait rien d'un spectacle. C'était une question de survie. C'était la somme de silence, d'humiliation et de choix que personne n'avait vu. Et ce que j'avais obtenu n'était pas la gloire, mais la paix. Pourtant, il était impossible de le nier, quelque chose avait changé. Non seulement dans la façon dont il me percevait, mais aussi dans ma propre vision du monde. Alors que je fermais les portes de la boulangerie un soir, le grondement lointain du tonnerre m'arrêta net. Je levai les yeux vers le ciel sombre et ressentis ce même frisson que le jour de la veillée funèbre. C'était une prémonition, un mélange de peur et d'intuition. Car parfois, la vie semble se répéter par cycles, comme une mélodie qui revient sur des notes différentes. Et je savais, au fond de moi, qu'un nouveau chapitre allait s'écrire, même si j'ignorais encore quel rôle le destin me réservait cette fois-ci. Les jours qui suivirent cette visite me laissèrent un goût amer. C'était comme si le passé avait trouvé un nouveau moyen de s'immiscer en moi, désormais dissimulé sous les traits du regret. Sa présence, même brève, ébranla tout ce que je croyais acquis. La nuit, je me surprenais à repasser en boucle chaque détail de la conversation. Le regard perdu, le ton hésitant, les mains tremblantes qui tentaient de masquer une douleur peut-être plus ancienne encore que l'orgueil. Il y avait dans la voix de cette femme quelque chose qui me fit comprendre. Nul ne sort indemne de la souffrance infligée à autrui, qui ne désirait que la paix. La boulangerie était toujours pleine, et le rire des clients me réchauffait encore, mais la pensée d'elle me suivait comme une ombre furtive. Parfois, en saupoudrant les gâteaux de sucre, je voyais le reflet de ma propre vie dans cette poudre blanche douce, certes, mais trop légère, prête à s'effriter au moindre souffle de vent. Car, au fond de moi, je savais que tout ce que j'avais accompli pouvait encore être ébranlé. Il suffirait d'un geste, d'un souvenir, d'une visite inattendue. Le quartier semblait différent lui aussi. Les gens me regardaient avec un mélange de respect et de curiosité. Certains me prenaient pour un exemple, d'autres m'observaient de loin, comme si ma vie était un avertissement. Et, même sans le vouloir, j'étais devenu un symbole non pas d'héritage, mais de résistance silencieuse.
La femme qu'on avait jadis exclue de la veillée funèbre voyait désormais son histoire racontée à voix basse, avec une admiration feinte, mais je me demandais si être ainsi commémoré était vraiment la liberté ou simplement une autre forme d'emprisonnement. Parfois, je me réveillais avant l'aube, m'asseyais sur le balcon et regardais le ciel s'éclaircir lentement. Les couleurs changeaient comme si quelqu'un les peignait à la main, passant du gris au rose, du rose à l'or. Il y avait de la beauté dans ce processus, mais aussi de l'incertitude. Car chaque aube porte la promesse d'un nouveau jour, et chaque promesse, même la plus radieuse, recèle l'ombre de ce qui pourrait ne pas se réaliser. Je prenais une profonde inspiration et tentais de me convaincre que la vie, enfin, reprenait son cours. Pourtant, une vieille voix intérieure insistante murmurait que rien ne finit jamais vraiment. Ces filles gardaient le silence en public, mais les nouvelles continuaient d'affluer. Procès perdus, propriétés vendues à la hâte, entreprises s'effondrant comme des châteaux de cartes. La ville est petite, et les rumeurs circulent vite. Mais je ne me réjouissais pas. J'avais le sentiment que le destin se chargeait de ce que je ne pourrais jamais régler moi-même. Et, paradoxalement, cela m'apportait à la fois paix et malaise. Car il y a une étrange mélancolie à voir la justice suivre son cours sans y avoir assisté directement. Un soir, j'ai trouvé une enveloppe sans adresse d'expéditeur sur le comptoir de la pâtisserie. À l'intérieur, une vieille photo, moi, encore jeune, servant le café dans le salon de la grande maison. Au dos, une courte phrase, écrite d'une main ferme, « Il a toujours su ». Je suis resté là, figé, à contempler cette image qui semblait avoir arrêté le temps. Le visage que j'y voyais était celui d'une femme fatiguée, mais encore pleine d'espoir. Et cette phrase, si brève, semblait porter le poids de tout ce qui restait à dire. J'ai rangé la photo dans le tiroir, mais sa signification m'a hanté pendant des jours. Il a toujours su. De quoi, au juste? D'injustice? De solitude? D'un amour qui, peut-être, ne pourrait jamais être nommé? Cette question résonnait en moi comme le son lointain d'une cloche qui ne cesse jamais de sonner. Et c'est dans ce silence, empli de questions, que j'ai compris. Peut-être que l'histoire ne s'arrêterait pas au testament, ni à la confiserie. Peut-être y avait-il encore quelque chose de caché, quelque chose qui attendait le moment propice pour ressurgir. Car le passé, si profondément enfoui soit-il, finit toujours par se réveiller. Le lendemain matin, le soleil semblait différent. La lumière filtrait à travers la vitrine de la boulangerie avec une douceur que je n'avais pas vue depuis longtemps, comme si le jour, d'une certaine manière, voulait me dire que tout était à sa place. J'ai préparé le café plus lentement, savourant l'arôme du café moulu se mêlant à l'air. Chaque geste semblait chargé d'une nouvelle signification. La vie, après tout, est pleine d'ironie. Elle se révèle dans les petites choses quand on est las de chercher des réponses dans les grands dessins. J'ai repris la photo. La femme que j'y voyais semblait une autre personne. Si différente et, en même temps, si moi. Dans ce visage fatigué, j'ai perçu la source de tout ce que j'étais devenu. Il l'avait toujours su. Les mots résonnèrent à nouveau, mais désormais sans poids. Peut-être savait-il combien j'avais enduré en silence, combien j'avais résisté même lorsqu'il voulait m'effacer. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, avait-il essayé de réparer les choses avec ce qu'il pouvait, un dernier geste, un héritage, une reconnaissance. Et, en contemplant le portrait, une vague de paix m'envahit. La boulangerie se remplit peu à peu. Les rires, le cliquetis de la vaisselle, la sonnette. Et je compris comment la vie se renouvelle dans l'ordinaire, comment la joie réside dans la répétition des gestes du quotidien. Le sucre qui fond dans la casserole, le pain qui lève au four, un sourire qui exprime la gratitude. Tout cela contrastait avec la grande maison. Là-bas, nul besoin de cacher qui il était pour être accepté. Soudain, j'ai compris que je n'étais pas la seule à avoir été transformée par cette histoire. Les gens que je rencontrais changeaient eux aussi. Des femmes, autrefois silencieuses, parlaient désormais de leur douleur, de leur nouveau départ, de leur courage. Des hommes plus âgés partageaient des regrets qu'ils n'avaient jamais avoués. C'était comme si ce qui m'était arrivé avait ouvert un espace invisible permettant aux autres de se reconnaître. Et, en prenant conscience de cela, j'ai compris le véritable sens de ce que j'avais vécu. Rien n'avait été vain. Le passé n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Il est gravé sur les murs de la boulangerie, dans les histoires que j'entends, dans ma façon de percevoir le monde. Avant, je pensais que la justice était une fin en soi. Aujourd'hui, je comprends qu'elle n'est qu'un commencement. La véritable justice, c'est de pouvoir exister sans avoir besoin de demander la permission. Parfois, la nuit, quand je ferme les portes et que l'odeur du sucre flotte encore dans l'air, j'imagine qu'il passe encore.
qu'il observe le mouvement, la lueur des lampes se reflétant dans les vitrines, et qu'il sourit en silence. Et, si c'est vrai, je pense qu'il serait fier. Car, de tout ce que j'aurais pu laisser derrière moi, le plus précieux était ce sentiment de continuité, comme si son histoire continuait de respirer à travers la mienne. On me demande souvent ce que j'ai appris de tout cela. Je réponds toujours la même chose. J'ai appris que le respect ne se mendie pas, il se construit. Que l'amour qui découle de la dignité est le seul qui ne se perd jamais. Et que, parfois, il faut traverser l'enfer du mépris pour découvrir la force de sa propre voix. Si cette histoire vous a touché, si vous vous y êtes reconnu ou à un moment ou un autre, agissez en conséquence. Aimez, commentez, partagez. Car chaque mot échangé ici alimente ce courant de force et de vérité qui nous unit, même à distance. Aujourd'hui, quand je repense à ce jour où j'ai été chassé du cortège funèbre, je comprends que c'est là que j'ai commencé à renaître. La femme qui baissait la tête devant cette porte a été laissée pour compte. Celle qui est entrée ensuite, même bousculée, même humiliée, a découvert la valeur de son propre nom. Et c'est ce que je lis à celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui. N'acceptez rien de moins que le respect. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'acceptation. Il réside dans le fait d'être reconnu avec fierté, comme une personne qui a choisi la dignité même quand le monde a tenté de la lui refuser.